Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman de Éric Costa, Le Livre d'or. Le col de Selo, 18 décembre 1897, massif des Carpates. L'étau glacé de la nuit serre son emprise sur la montagne, tandis qu'Alexander Hartmann et sa fille Lucie s'ouvrent un chemin vers le sommet. Le souffle court dans le froid mordant, ils avancent en silence, concentrés sur la tâche à accomplir. À peine perceptible à travers les sapins et les nuages épais, la lune jette un voile mystique sur le paysage enneigé qui les entoure. Hartmann, scrutant l'obscurité naissante, serre sa boussole comme une bouée de sauvetage dans cette mer d'une blancheur infinie. Une pointe de nervosité s'insinue en lui, en voyant l'aiguille osciller de manière erratique. Il lui semble qu'il tourne en rond. Le vent se lève peu à peu, chassant le silence oppressant, et de légers flocons se mettent à tomber, instillant dans l'air une fraîcheur sinistre et cristalline. Les arômes vifs des conifères et de leurs aiguilles résineuses, les effluves de terre et de mousse glacée rappellent à Hartmann à quel point ils sont isolés et perdus. Mais sont-ils aussi seuls qu'ils le croient? La sensation d'une présence indéfinissable perturbe Hartmann. Une présence qui semble se faufiler entre les arbres et les épiers, guettant la moindre trace de leur fatigue, prête à bondir. Emmitouflée dans sa cape, Lucie lance des regards nerveux aux alentours, ses yeux reflétant l'angoisse qui monte en elle. « N'avez-vous rien entendu ?» demande-t-elle, haletante. Il vaudrait mieux continuer. Le hurlement d'un loup monte dans la nuit, annonçant d'une note sinistre la tempête qui se prépare. L'air se charge d'une tension palpable. Ouvrant sa mallette avec précaution, Hartmann récupère sa longue vue pour balayer les alentours à la recherche d'un abri. Mais les flocons, désormais si denses dans l'obscurité naissante, l'empêchent de s'orienter. « Poursuivons vers le nord, » murmure-t-il, plus pour se convaincre lui-même que pour réconforter sa fille. Il nous faut à tout prix franchir le col de Selo. Nous ne savons même pas où il se trouve. Il voit, au regard de Lucie et à travers ses mouvements lents, que le froid a pénétré ses membres épuisés. Les voilà à la merci de la nature sauvage, impitoyable. Un frisson parcourt son échine alors qu'il prononce des mots qui ne devraient pas être dits. Tu es comme ta mère, Lucie, courageuse et audacieuse. Je sais que tu peux y arriver. En voyant les larmes se dessiner au coin des yeux de Lucie, Hartmann comprend que cette comparaison maladroite a ouvert une brèche dans le cœur de sa fille. Alors qu'il tente d'évaluer leurs chances, une rafale balaie son crâne, menaçant d'emporter son chapeau. Ses vêtements battent au vent, sa respiration crée des nuages qui s'effilochent dans l'air glacial. Très vite, les arbres givrés s'animent dans les bourrasques, et la neige, complice impitoyable, efface toute trace de leur passage, semant la confusion dans l'esprit de Hartmann. Les cieux paraissent alors s'ouvrir, libérant une masse sombre et furieuse qui engloutit la montagne. Le vent, tel un souffle glacial, hurle comme une multitude d'esprits tourmentés. Les flocons tourbillonnent dans la nuit obscure, et bientôt, le firmament scintille d'éclairs éloignés, illuminant brièvement le paysage immaculé. Les sommets acérés qui les dominent tracent une fresque sinistre sous la nuit hivernale. Tandis qu'il cherche son chemin, le grondement lointain du tonnerre résonne comme l'éclat d'une force ancienne, annonçant la colère imminente de la nature hivernale. Paniqué à l'idée de rester ainsi, exposé aux éléments déchaînés et des conséquences funestes pouvant en résulter, Hartmann se décide à agir. Il étale sa carte sur le sol humide, plaçant sa boussole en son centre pour l'orienter, et prend un azimut, luttant contre les rafales qui menacent de tout emporter. « Suis-moi » lance-t-il à sa fille. Convaincu que le col se trouve au-dessus d'eux, il s'élance à travers la forêt, ses pas se prenant dans les racines, glissant sur le sol gelé. « Père, êtes-vous certain de vouloir quitter le chemin ?» demande Lucille, la voix empreinte d'inquiétude. « On ne voit pas à 3 pas devant nous. »
Hartmann balaie ses préoccupations d'un geste impatient. On y a presque, j'en suis certain. Revenant en arrière, il saisit la main de Lucie et l'entraîne, luttant contre la tempête. Un mince espoir persiste. Atteindre le col leur offrirait une échappatoire. Ils pourraient redescendre le long de l'autre versant, certainement moins exposés aux intempéries. Mais que faire contre le froid, la fatigue et la peur qui l'empêchent d'y voir clair? Plusieurs centaines de mètres les séparent de la crête, plusieurs centaines de mètres dans une épaisseur de neige croissante, sous une fatigue grandissante. L'orage éclate alors, s'abattant avec une véhémence redoutable juste au-dessus de Hartmann et Lucie. Des éclairs zèbrent le firmament obscurci, illuminant d'une lumière crue et soudaine leurs visages crispés, tandis que les grondements de tonnerre qui suivent, presque immédiats, font trembler la terre sous leurs pieds. Le dos courbé, sous le poids de son sac de voyage, une main gelée, malgré ses gants de cuir, autour de la poignée de sa mallette, Hartmann se demande si elles survivront, et son corps se met à trembler malgré lui. Les éléments semblent conspirer contre eux, cherchant à les ensevelir dans la froide obscurité de la nuit. Qu'ils disparaissent serait dans l'ordre des choses, mais sa fille, si jeune, elle qui a si peu vécu. Hartmann ne se le pardonnerait jamais, même dans la mort. À mesure qu'ils gravissent la pente, leurs pieds s'enfonçant de plus en plus, leurs mouvements se faisant de plus en plus lents, la tempête semble s'intensifier, la forêt s'épaissir, et des bourrasques de neige masquent le bas des arbres et la direction à suivre. Ce que Hartmann avait cru voir du col reste désespérément hors de portée. Peut-être avez-vous sous-estimé la distance et la difficulté du chemin à venir, se plaint Lucie. Malgré les signes croissants de danger, Hartmann refuse d'admettre sa propre peur grandissante. Il sait que sa fille compte sur lui, et il n'est pas question de la décevoir. Tant que nous montons, nous ne pouvons que nous approcher du col, insiste-t-il, la voix teintée d'angoisse. Avez-vous songé aux falaises, aux crevasses? Le souffle court, le cœur à l'agonie, Hartmann ralentit le pas. Il jette un regard anxieux en arrière, à travers les tourbillons de neige, réalisant les conséquences possibles de sa décision de couper à travers bois. Tandis que le vent mugit avec fureur, il est assailli par des visions effrayantes. La possibilité qu'un tronc d'arbre géant s'abatte sur eux, ou qu'une avalanche les recouvre soudain. Il imagine aussi qu'ils pourraient simplement succomber à l'épuisement, vaincus par le froid implacable. L'orage semble lui susurrer que leur destin pourrait bien se sceller dans ces ténèbres glacées. Pourtant, alors qu'ils se préparent au pire, alors que la montagne semble sur le point de les engloutir, une forme imposante émerge de l'obscurité. Entre les ombres de la nuit et la clarté froide de la tempête, cette forme semble flotter, suspendue entre réalité et illusion. Nichée entre un sommet enneigé et une paroi abrupte, se dresse une haute bâtisse, telle une relique oubliée, les contours à peine esquissés dans la tourmente. Hartmann cligne des yeux, certain d'avoir mal vu, mais l'édifice réapparaît à la lueur d'un éclair, dissipant ses doutes. Il lui semble apercevoir, à travers les flocons qui s'agitent en tous sens, en proie à une folie furieuse, une volute de fumée s'élevant d'un conduit de cheminée. Un abri! Lance-t-il, espérant de toute son âme que cette étrange structure ne soit pas un mirage. Animé d'un regain d'énergie inespéré, il entraîne Lucie, sans perdre de vue la structure imposante, qui pourrait bien être l'un de ces anciens châteaux fortifiés qui parsèment les Carpates, érigés il y a des siècles par des nobles Valaques luttant contre l'envahisseur ottoman. La bâtisse, témoin silencieux de siècles révolus, semble enveloppée d'une aura d'attente et de mystère, comme si elle guettait depuis longtemps l'arrivée de deux voyageurs égarés. Les arbres qui l'entourent s'inclinent, en signe de respect, ou peut-être de crainte. Lueur dans la nuit. Hartmann serre fermement la main de Lucie, les guidant tous deux à travers le vent glacial et les flocons qui tissent un voile de brume énigmatique autour d'eux. Une gorge étroite serpente à travers la forêt, menant à une imposante bâtisse, à 3 étages, qui se dévoile à leur approche. Les toits en pente, drapés dans une épaisse couche de neige, dessinent une mosaïque immaculée
et complexe de laquelle émergent des épis de feuillage sculptés, dominés par un donjon pointu, visiblement délabré. Le vent s'engouffre à travers les moulures et les fissures des pierres, émettant des sifflements étranges et des craquements intermittents. Les arcs-boutants et les fenêtres en ogive semblent frémir à chaque rafale. Des gargouilles sculptées, couvertes de neige, jaillissent des corniches, comme des gardiens silencieux, tandis que des figures torturées tentent de s'arracher aux profondeurs ténébreuses des bas-reliefs anciens, témoins du passage du temps. La tempête, telle une symphonie déchaînée, enveloppe le tout dans une danse tourbillonnante et intangible. Hartmann garde les yeux rivés sur la façade, craignant de la perdre dans l'épaisseur du blizzard. Que serait-il advenu s'il ne l'avait pas vue? Épuisé à l'extrême, il est convaincu qu'il aurait cédé au désespoir sans Lucie à ses côtés. Mais il se force à avancer, un pied devant l'autre, coûte que coûte, en direction de ces abris inespérés, malgré une étanche impression que des yeux les scrutent depuis les fenêtres closes, que déforment les épis derrière les volets entrebâillés. Leur progression est ponctuée par d'étranges détails. Un cimetière enchevêtré d'ombre et dominé par une stèle haute et sombre, une vieille chapelle aux murs décrépits, d'où émerge une silhouette féminine appuyée sur un bâton de marche, attirant son attention. La silhouette, dos à eux, semble ignorer leur présence, concentrée sur son chemin. Elle traverse la cour de la bâtisse, pousse la porte et disparaît à l'intérieur sans jamais se retourner. Après une brève hésitation, Hartmann ouvre la porte vermoulue de la chapelle et une odeur lourde s'empare de ses sens. Un mélange subtil de cire brûlée et d'encens, imprégné dans les vieux murs de pierre, flotte dans l'air stagnant. Une senteur qui évoque des rituels anciens et des prières murmurées il y a des siècles, mêlée à une légère fragrance métallique, rappelant celle de l'humidité sur des objets en fer forgé. Hartmann sent sa fille frémir à ses côtés. Il suit son regard et son cœur se serre en découvrant le corps d'un jeune homme au visage à moitié écrasé, allongé sur l'autel dans une expression de terreur éternelle. Tous deux restent immobiles, figés dans le silence des lieux. « Êtes-vous certain de vouloir rester dans cet endroit ?» demande Lucie, visiblement mal à l'aise. « As-tu déjà oublié la tempête ?» rétorque Hartmann, tentant de masquer son propre trouble en scrutant les armoires autour du cœur, emplies d'onguents, de récipients divers et de parchemins roulés. La jeune fille commence à trembler. « N'aie pas peur, Lucie. Il doit y avoir une explication rationnelle à ce que nous voyons ici. » Malgré ces mots, une lourde appréhension pèse sur Hartmann, alors qu'ils reprennent leur chemin vers la cour. La lueur vacillante des fenêtres, devant eux, crée des reflets spectraux à travers les tourbillons de neige, qui, ajoutés à la fatigue, donnent à l'endroit une dimension presque irréelle. La bâtisse semble suspendue entre deux mondes, tiraillée entre la quiétude intérieure et la furie déchaînée de la nature qui l'entoure. La lourde porte d'entrée, encadrée par un robuste linteau de pierre, leur offre un abri temporaire derrière la cour carrée. Occupée en son centre par une margelle de puits et entourée de hauts murs. Hartmann serre sa fille contre lui et frappe sur le bois. Une voix caverneuse lui dit d'entrer. La porte grince lorsqu'il la pousse, révélant une obscurité insondable, libérant un souffle chaud à l'odeur de poussière qui contraste avec la morsure glaciale du dehors. Des notes de bois vieilli et de pierres humides flottent dans l'air alangui. Isolé dans son sanctuaire montagneux, l'édifice semble avoir absorbé des siècles de secrets, profondément gravés dans les murs de pierre brute. Hartmann retire son chapeau, secoue la neige de ses longs cheveux sombres et de son manteau avant de refermer la porte derrière eux, ce qui produit un crissement lugubre, comme le murmure d'une entité millénaire. L'endroit est étrangement calme. Le crépitement du feu dans l'âtre est le seul son qui leur parvient à travers le silence pesant. « Enfin à l'abri !» murmure Hartmann en se tournant vers sa fille. Lucie jette un œil autour d'elle. « Cet endroit me donne la chair de poule, comme s'il avait une histoire cachée. »« Sans doute, ma chérie, sans doute. Chaque bâtisse ancienne a son histoire. Espérons que nous pourrons passer la nuit ici. Demain, nous trouverons notre chemin avec nos cartes et la boussole. » Un étrange malaise oppresse le cœur de Hartmann,
tandis qu'ils traversent le vestibule et décalent un lourd rideau. Dans la pièce qui leur fait face, un homme trapu, aux muscles saillants sous son gilet usé, s'arrête de balayer pour les observer. Son regard, empreint d'une curiosité intense, perce l'obscurité environnante, exacerbant le sentiment d'Hartmann d'être épié. Sa longue chevelure grisonnante fusionne avec une barbe touffue, encadrant son visage buriné. Un chien, à la fourrure blanche et épaisse, s'approche d'eux en aboyant, comme s'il désirait les chasser, puis s'arrête en voyant Lucie se mettre à genoux devant lui. « Que faites-vous ici ?» demande l'homme. « Nous sommes égarés. Serait-il possible de rester pour la nuit ?» Intrigué, le chien remue la queue et s'avance pour humer les mains tendues de Lucie. Rassuré, il se laisse doucement caresser, fermant les yeux sous les gestes affectueux de la jeune fille. « Il reste encore des chambres libres, » déclare l'homme en soupirant, « si vous n'êtes pas trop regardant. Léopold, le gardien du refuge, est très fatigué en ce moment, mais il devrait finir par descendre. » Hartmann se tourne vers sa fille. Voilà donc la fonction de cette bâtisse, un refuge de montagne. « Pourquoi ce refuge ne figure-t-il pas sur les cartes de la région ?» interroge-t-il. « Ce refuge ne figure pas sur toutes les cartes, » répond l'homme. « On lui préfère généralement Doccia, Fontanelle ou Isvorul, Montelui, même si ce ne sont que des cabanes. » « Quelle est la différence entre un refuge et une cabane ?» intervint Lucie. « Les cabanes sont souvent plus petites et plus rudimentaires que les refuges, » explique son père. « Elles disposent d'équipements limités, un poêle à bois pour se réchauffer, quelques matelas disposés au sol, avec parfois une source d'eau à proximité. Elles sont généralement utilisées par des bûcherons ou des chasseurs comme abri temporaire pendant de courtes périodes. Les refuges comme celui-ci offrent un hébergement plus organisé et confortable pour les voyageurs en montagne, mais ils sont payants. « Vous avez vraiment eu de la chance, » remarque l'homme avec un sourire en coin. « Les orages peuvent être féroces ici, et il y a toujours des animaux sauvages aux alentours. Vous n'en avez croisé aucun, j'espère. » « Aucun, autant que je sache, » répond Hartmann, préférant ne pas mentionner son impression persistante d'avoir été suivi. « Les animaux nous détectent bien avant qu'on ne les voie, » poursuit l'homme, pensif. « Lorsqu'ils surgissent, il est généralement trop tard. » Ses gestes sont lents, empreints de mystère. Il porte un poignard à sa ceinture, et son regard reflète une méfiance profonde à leur égard. Hartmann se force néanmoins à rester souriant. « Au fait, nous ne nous sommes pas présentés. Je m'appelle Alexander Hartmann, et voici ma fille, Lucie. »« Günther, » répond laconiquement leur interlocuteur. La salle qu'ils occupent, sans doute la pièce principale du refuge, s'articule autour d'une cheminée ancienne ornée de sculptures recouvertes de suie. Les flammes jettent sur les dalles du sol des ombres allongées et mouvantes. Autour du foyer, sur un tapis ancien, ont été disposés des fauteuils aux coussins élimés, marqués par des brûlures. Un vieux chat les observe d'un regard mesuré, allongé dans une corbeille d'osier. Au centre de la pièce trône une longue table de bois massif, érodée par le temps et les usages, flanquée de bancs portant de nombreuses marques de passage. La lueur vacillante des bougies qui la recouvrent n'offre qu'un maigre rempart aux ténèbres qui rôdent. Mais l'odeur de cire fondue qui s'en dégage apporte une touche chaleureuse, presque réconfortante. Un escalier de bois sombre, s'élevant le long d'un mur de pierre massive, aux teintes vives, mène aux étages supérieurs. Un assortiment de meubles anciens, étagères, commodes, coffres, imprègne le lieu d'une atmosphère rustique, empreinte de dignité. La tempête extérieure, visible à travers de petites fenêtres drapées de lourds rideaux, contraste avec le feu qui les réchauffe en crépitant, conférant à l'espace une qualité presque surréaliste. « Mettez vos manteaux à sécher près du feu, » propose Günther. Hartmann soulage ses épaules du poids de son sac de voyage et dépose sa mallette sur le sol, qui résonne dans l'espace silencieux. Il fait signe à sa fille de se rapprocher de l'âtre, tandis que Günther se démène, balayant le sol avec un zèle teinté de nervosité, avant de déposer leurs affaires sur un fauteuil pour qu'elles sèchent auprès du feu. Une porte s'ouvre, alors, révélant une femme qui les accueille avec un sourire chaleureux, un sac de pommes de terre dans les mains. Elle est habillée d'une robe simple mais impeccable, et son attitude bienveillante dénote avec l'ambiance froide et énigmatique de la bâtisse, offrant aux voyageurs un apaisement instantané.
Je suis Ludmilla, déclare-t-elle. Hartmann ne peut détacher les yeux de cette femme ronde aux joues roses. Lucie et Alexander Hartmann, enchanté de faire votre connaissance. Pardonnez cette question, mais l'un de vous deux est-il malade? On n'est jamais assez prudent avec ce mauvais temps. Pas que je sache, répond Hartmann. Très bien. Voulez-vous vous laver les mains? Propose Ludmilla en désignant un seau de bois ainsi qu'un morceau de savon. Hartmann la contemple un instant, surpris par ces étranges questions. D'ordinaire, les montagnards ne se préoccupent pas plus de l'hygiène et de la maladie que de la mode des chapeaux à la cour de Carole Ier. Acceptant ce rituel inhabituel et bienvenu, ils gagnent la cuisine, composée d'un évier en pierre de taille, d'un poêle à bois sur lequel fume un chaudron et de hautes armoires remplies d'herbes et de denrées. Tout en se lavant les mains, il admire les tresses d'ail et les bouquets d'herbes aromatiques suspendus aux étagères. Des fragrances piquantes et terreuses imprègnent l'air, ajoutant une note subtile à la symphonie d'odeurs culinaires qui s'entrelacent dans ses narines, faisant gargouiller son estomac. Le mélange d'herbes, de pain fraîchement cuit et du plat qui mijote lui fait presque oublier qu'ils ont frôlé la mort de peu. La qualité des produits et le niveau de propreté le surprennent tellement qu'il en oublie de donner le savon à Lucie. Laissez-moi préparer la viande, et je vous montrerai votre chambre, déclare Ludmilla en les invitant à sortir. Lucie prend place sur l'un des fauteuils face à la cheminée et caresse les animaux venus lui renifler les doigts. Voilà pour cet extrait. Pour la suite, écoutez, procurez-vous le livre d'or d'Éric Costa. C'est une histoire très intrigante et très captivante. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.